Bonjour à tous, on entame un nouveau chapitre, donc le 3B cette fois. Enfin, c'est la suite du 3, mais je considère que c'est un nouveau puisque on reste dans le thème donc des fonctions à variables réelles, mais on va aller sur donc tout ce qui est primitive, équation différentielle linéaire, et bien sûr avec les primitives aussi un peu de calcul intégral. Sachant que, comme beaucoup de choses depuis le début de l'année, sur certaines notions, il s'agit d'une introduction, notamment sur le calcul intégral, et ce sera revu donc, dans un autre chapitre un petit peu plus tard. En revanche, sur les primitives et sur les équations différentielles linéaires, on va voir ce qu'il y a à voir au niveau de la sup. Voilà. Donc c'est pas, on commence à entrer là dans les chapitres où on ne fait pas que des introductions non plus, ou des rappels. Cela dit, donc sur cette vidéo, on va voir essentiellement du rappel, puisque justement là c'est une partie que vous travaillez en autonomie, avec évidemment la possibilité de poser des questions et de venir me voir, etc. Et de pouvoir revoir certains points si besoin. Mais on va rester essentiellement sur les parties qui ont déjà été un petit peu vues en lycée, voire beaucoup vues quand même, en allant un petit peu plus loin, notamment dans les techniques de calcul de primitives et sur l'exigence en fait qu'on peut avoir, enfin comment dire, sur le niveau des exemples quoi. Voilà, le niveau des exemples et des exercices qu'on peut attendre de vous, dont on peut attendre la résolution de votre part. Voilà, l'idée c'est ça. Mais on va rester quand même sur des choses connues. Donc là, l'idée, alors je le ferai peut-être en deux vidéos, mais bon, évidemment je voulais quelque chose de large et ça ne l'était pas. Je la refais. Euh, voilà. Donc je vais le faire en deux vidéos, mais l'idée, ou en une, je sais pas, mais sûrement en deux, parce que ça va prendre quand même un petit peu de temps. L'idée c'est de voir tout ça, c'est-à-dire vraiment revoir ce qu'on appelle une primitive, etc. Donc on va revoir pas mal de choses, en insistant sur la rigueur et sur la théorie, puisque c'est ça pour le coup en lycée c'est un petit peu moins fait. On va revoir bien sûr les primitives classiques. On va aller un petit peu plus loin là aussi, puisque depuis on a découvert de nouvelles fonctions, donc automatiquement ça nous fournit aussi de nouvelles primitives. Euh, Ensuite, on en remettra une couche sur le lien entre primitive et intégrale, même si ça, pour le coup, ça a dû être déjà bien introduit en terminale. Et on reverra l'intégration par partie. Et là aussi, on ira un petit peu plus loin sur ce qu'on peut en faire. Bon, surtout évidemment dans les exercices de TD, mais bon, on commencera déjà un petit peu à en parler. Voilà, et la partie donc changement de variable, qui elle, pour le coup est vraiment du programme de cette année, on fera en classe. Voilà. Et on ne touche pas donc pour l'instant les équations différentielles, mais ça arrivera, une chose après l'autre. Alors, donc ce cours-là, vous pouvez le trouver dans le Drive pour ceux qui peuvent l'imprimer. Pour les autres, il sera distribué. Mais bon, vous allez voir que sur les parties que je fais là avec vous en vidéo, il n'y a pas grand-chose à remplir en fait sur la fiche. Donc bon, honnêtement, voilà, ceux qui ne peuvent pas imprimer, c'est vraiment pas très grave. Vous notez ce qu'il y aura à écrire quand vous aurez la feuille, et puis voilà, c'est pas, ce qui serait intéressant en revanche, si vous en avez besoin, c'est de noter l'intitulé de certaines propositions, certains théorèmes qui sont démontrés, parce que sinon la démonstration, si vous n'avez pas l'énoncé de théorème sous les yeux, c'est pas très, très clair. Voilà. Mais à part ça, bon, au pire, vous aurez la feuille dans quelques jours. Voilà. Alors, donc, justement, le grand 1, calcul de primitives, même si au final, on ne va pas parler que de calcul, mais bon, c'est quand même l'objectif final dans la plupart des cas. Donc on peut, bon là pour le coup d'ailleurs je vais pas écrire grand chose parce que tout est écrit. Et puis il n'y a pas vraiment de démonstration. Et puis ce sont des choses quand même que vous avez déjà vues. Donc rappelez ce qu'on appelle justement une primitive. Bah, tout simplement, on l'a déjà vu, vous l'avez déjà vu aussi. Ça va être entre guillemets l'opération contraire du fait de chercher une dérivée à une fonction. Là on lui cherche une primitive. C'est-à-dire qu'on cherche une fonction qu'on va appeler généralement grand F quand la fonction de départ est petit f, telle que quand je la dérive, je retombe sur petit f. Et ce grand F, il faut aussi qu'il soit dérivable justement, puisqu'on a besoin de le dériver pour vérifier qu'on tombe sur petit f. Ça paraît quand même assez logique. Voilà. Donc bon, là, rien de plus. J'ai pas grand-chose à ajouter sur ce point-là. On a grand I qui est un intervalle, et donc notre grand F qui est défini et dérivable sur cet intervalle. Bon, définition, je passe. Je pense que vous savez assez là-dessus. La notation, alors elle, pour le coup, elle peut différer un petit peu de ce que vous avez vu. Bon, le grand F, pas de souci, vous connaissez. Grand F de x
puisque une primitive est une fonction. Ça, en revanche, j'insiste bien dès le départ là-dessus, une primitive est une fonction, à ne pas confondre avec une intégrale, qui est un nombre. Voilà. Donc on y reviendra un petit peu plus tard quand on va arriver aux intégrales, mais voilà, dès le départ, je préfère être bien clair là-dessus, hein. Donc il s'agit bien de deux choses différentes, même si le lien entre elles est très étroit. Euh, donc la notation du coup de grand f de x, en lycée en général on met juste ça, et derrière on écrit la fonction, enfin l'expression de la fonction. Dans le supérieur on se permet de l'écrire comme ça, c'est-à-dire qu'on trouve déjà le symbole de l'intégrale, mais au lieu d'avoir des bornes, par exemple de 0 à 2, de moins 4 à 6 ou je ne sais quoi, on met juste un x pour dire que la fonction à l'arrivée sera de variable x. Voilà, et donc dès le départ, hein, j'insiste là-dessus, on fera attention entre donc, la variable ici, x, qui sera la variable de la fonction primitive, quand j'aurai fini mon calcul, et la variable t, ici à l'intérieur, qui est la variable d'intégration, même si on ne fait pas une intégrale, il y a quand même du calcul intégral derrière. C'est-à-dire qu'en gros, c'est notre variable comment dire, de transition, quoi, qui nous permet de raisonner pour à la fin arriver sur la primitive. Donc on essaie de ne pas mélanger les deux, parce que justement, surtout l'année prochaine, quand vous verrez ce qu'on appelle les intégrales à paramètres, etc., où on commence à avoir plusieurs lettres qui interfèrent, ça commence à devenir compliqué si vous mélangez tout. Voilà. Et puis, enfin bon, on en reparle après au fur et à mesure, mais donc attention à ne pas mélanger. Donc, j'en remets une couche, hein, mais attention, si vous avez x ici, vous n'avez pas d'x normalement à l'intérieur. Même si, bon, si on ne se mélange pas les pinceaux, au final, bon, on aurait pu l'écrire comme ça, hein, mais les x n'ayant pas la même fonction, ça n'est pas considéré comme correct de l'écrire comme ça. Voilà, donc on fait juste attention à ça. Après, libre à vous de mettre x ou t ou z ou ce que vous voulez au rôle que vous voulez, mais pas les mêmes lettres. Ensuite, donc, oui, la notation, oui, bah justement, cette notation, elle pose un autre problème, c'est que ça sous-entendrait qu'il n'existe qu'une primitive de petit f, puisqu'il n'y a qu'une notation. Sauf que, bon, ça vous n'êtes pas sans savoir, normalement vous l'avez déjà vu en lycée, il n'existe pas forcément il n'existe pas qu'une primitive, il en existe une infinité, puisque après on peut jouer sur les constantes, c'est à une constante près à chaque fois. Donc c'est une notation qui n'est définie, qui n'a de sens qu'à une constante près, additive bien sûr. Donc voilà, on ne dira pas la primitive, même si elle a une seule notation, c'est une primitive. Donc on fait quand même attention, on prend des pincettes avec tout ça, parce que c'est quand même plus rigoureux que... Enfin, c'est pas unique, hein, donc il faut quand même être assez rigoureux. Voilà. Alors justement, la proposition qui suit, c'est exactement ce qu'elle dit. On l'a démontré d'ailleurs, celle-là, c'est très rapide. Si j'ai grand f qui est une primitive de f, de petit f, alors les primitives sont les fonctions grand f plus lambda, donc justement avec le lambda réel, enfin ou complexe d'ailleurs, lambda constant. Donc justement, c'est là qu'on voit que je n'ai pas qu'une primitive, j'en ai une infinité, puisqu'à partir du moment où j'en ai une, toutes les fonctions qui seraient elles-mêmes plus une constante sont aussi des primitives. Et il n'y en a pas d'autres. Ça, c'est important aussi. Voilà, vous voyez qu'on vous dit si grand F est une primitive, alors les primitives, donc toutes, hein, elles sont de la forme grand F plus lambda. Alors, la preuve donc de cette proposition, on va commencer par ça, c'est très rapide. Donc là, on est dans le 1, 1, 1A. Il n'y a qu'une proposition, donc on va faire simple, on va mettre preuve, proposition. Donc, justement, je considère déjà une fonction grand F qui est une primitive de petit f, sur I toujours, hein. Voilà. Et je vais considérer une autre fonction qui sera aussi une primitive, donc une autre primitive de f. Toujours sur I, évidemment. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire, bon bah alors, je vais étudier f moins g. Moi, mon but, c'est de montrer que f égale, enfin que g égale f plus une constante, hein. Donc je cherche à montrer du coup que f moins g, c'est une constante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dériver ça, puisque je sais que grand f est dérivable, que grand g est dérivable, puisque toute primitive est dérivable.
Donc je peux dériver. Et justement, par le principe d'additivité de la dérivée, c'est-à-dire que là je peux dire que c'est f' moins g', je me récupère donc cette écriture, et comme grand F et grand G sont toutes les deux des primitives de petit f, je peux en déduire que ça fait f moins f, autrement dit 0. Or, une fonction dont la dérivée est nulle sur tout un intervalle est une fonction qui est constante sur cet intervalle. Et donc, f moins g est constante sur i. Autrement dit, donc d'où on peut dire que la proposition suivante est vraie, c'est-à-dire qu'il existe, alors j'ai mis lambda je crois, dans la proposition, je vais prendre lambda, il existe lambda appartenant à k, donc c'est le corps de base, ça, donc c'est soit c soit r, hein, selon si on travaille donc avec des fonctions à valeur complexe ou à valeur réelle. Il existe un lambda appartenant à k tel que f moins g égale k. Autrement dit, f égale, enfin, ou g égale f plus k. Peut-être plus logique dans ce cas-là. Parce qu'on était parti de la... Celle de départ, c'était grand F. Voilà, et je montre que la deuxième, c'est écrit grand F plus... Oh, pourquoi j'ai mis k? Je vous ai dit lambda, pardon. Grand F plus lambda. Voilà. Donc on a bien démontré ce qui est annoncé dans la proposition. Donc ça, bon, ok. Même la démonstration est fort possible que vous l'ayez déjà vue. Pas a priori une grande révolution. Donc ensuite, on nous dit si grand F est une primitive de petit f, grand G est une primitive de petit f. Donc vous voyez, là quand je vois donc la notation, je dis une primitive de 1. On peut seulement en déduire qu'il existe lambda tel que G égale f plus lambda. C'est-à-dire que même si j'ai deux primitives d'une même fonction, je ne peux pas dire qu'elles sont égales. C'est tout. Voilà. Je peux juste dire qu'elles sont égales à une constante près. Mais c'est tout à fait exploitable, parce que les constantes, dans beaucoup de cas, ne nous gênent pas tant que ça, mais il faut le préciser que c'est à une constante près. Ensuite, alors les propriétés de linéarité, je vais passer assez vite, on pourrait le démontrer, mais je vais pas le... Bon, c'est fait en 4-5 lignes, hein, c'est pas... Mais je ne vais pas le démontrer, je pense que c'est mieux qu'on avance. Cependant, on va quand même en dire quelques mots. Donc la primitive, enfin le fait de primitiver est linéaire. C'est-à-dire que la primitive d'une combinaison de fonctions, combinaison linéaire de fonctions, est égale à la combinaison linéaire des primitives des fonctions en question avec les mêmes coefficients. Donc ça se traduit par ce qui est écrit là. Hein. Primitive de lambda f plus mu g égale lambda primitive de f plus mu primitive de g. Bon, voilà. On n'a rien de plus à dire là-dessus. Je réfléchis, mais c'est ça. Parce qu'effectivement, quand on va redériver en fait chaque côté, on va bien récupérer la même fonction. Et après, alors plus intéressant peut-être, parce que ça pour le coup, vous avez jamais, je pense, fait de primitive sur les fonctions à valeur complexe, mais ça ne pose pas problème. C'est-à-dire que si je cherche donc la primitive de la partie réelle de f, ça revient à faire la partie réelle de la primitive de f. Alors après, on verra sur quelques exemples ce qu'on peut attendre de vous comme primitive pour les fonctions à valeur complexe, où on verra que c'est pas si terrible. Là, le t reste réel, attention, hein. Elle est à variable réelle, mais à valeur réelle ou complexe. Et pareil pour la partie imaginaire. Donc ça, on verra que c'est très utile dans certains cas. Par exemple, si on a des intégrales ou des primitifs, il faut intervenir un sinus ou un cosinus, on pourra dire que c'est la partie réelle de l'exponentielle i, je ne sais pas si c'est sinus t, ou c'est cos t, on pourra dire la partie réelle de EIT, et si c'est sinus t, on pourra dire que c'est la partie imaginaire de EIT, et raisonner plutôt sur des exponentielles, bien qu'elles soient complexes, mais en fait on s'en sort, plutôt que sur des cos et des sines, quand ça nous arrange, c'est possible. C'est un exemple, mais voilà, on a des cas où voilà, ça arrivera qu'on passe par les complexes en utilisant ce qu'on vient de dire là, pour calculer des primitives ou des intégrales qui, elles, sont bien réelles. Voilà. Ou bien on le fera carrément même dans les complexes. Hein, c'est pas... Donc c'est quelque chose qui paraît anodin, mais qui est assez utile. Bon, donc ça, ok. Ensuite, donc on en arrive aux primitives usuelles. Alors quand je mets usuel, en réalité, je ne vous ai pas tout réécrit, mais normalement, vous avez vos formulaires de primitives basiques. Donc, je sais pas moi, la fonction carrée, la fonction inverse, etc. Tout ça, normalement, vous connaissez déjà leurs primitives. Donc, j'ai mis là que les formules, disons, des fonctions un peu moins classiques.
Voilà. Donc quand je mets usuel, c'est entre guillemets, parce que usuel dans le sens qui reviennent souvent, mais pas facile, hein. Les faciles, je vous engage à les récupérer par ailleurs, ou vous faire carrément un formulaire, ça peut être intéressant. Je n'ai pas forcément mis tout dans le cours, ça prend pas mal de place. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin vraiment d'un tableau complet, je pourrais vous le fournir aussi, c'est pas un souci. D'ailleurs, peut-être que je le fasse d'ailleurs de moi-même, mais si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire. Donc, du coup, dans les primitives moins classiques, donc, et un peu plus niveau sup, quoi, je dirais, un peu moins évidente. On retrouve la primitive qui va couvrir finalement tous les cas de composés. On l'a vu pour les dérivés, donc on a vu comment on dérive une composée de fonction. Et donc maintenant, bah, comme on est dans l'autre sens, quand on reconnaît la dérivée d'une composée, on va pouvoir reculer et récupérer donc la primitive qui sera carrément la composée de la fonction. Donc justement, là, c'est ça qu'on reconnaît, parce que je ne sais pas si vous le voyez, hein, c'est la dérivée de g rond f en fait, puisque g rond f, quand je dérivais, ça faisait f' fois g' rond f. Et là, justement, alors le f' a été mis après, mais c'est bien la même chose. On a bien f' fois g' de f, donc g' rond f. Autrement dit, ce truc-là, alors je vais l'écrire, je vais le mettre là. Ça, c'est justement g rond f prime de t. Donc quand je primitive ça, je vais récupérer à une constante près, mais là on va prendre une des primitives possibles, donc on va prendre celle qui a la constante nulle, hein. On récupère donc g rond f de x. Donc vous voyez là j'ai la variable t à l'intérieur, et je récupère à l'arrivée g rond f de x, puisque c'est la variable de ma primitive. Voilà, bon, je n'ai pas prévu d'écrire une démonstration dans la mesure où, en fait, tout tient quasiment dans ce que je viens de vous dire, hein. Donc, bon, voilà, il n'y a pas de souci particulier. Pardon. On avait pris g et f de fonctions dérivables avec les bons ensembles, donc g rond f est dérivable, donc ça peut tout à fait constituer une primitive, et on a la formule qui correspond. Donc il n'y a rien de spécial à écrire comme démonstration. Et le corollaire, justement, ben, c'est donc plein de cas particuliers de ce gros théorème, où justement on reconnaît la forme d'une composée. Donc ça va être, au lycée c'est écrit plus avec des U, donc on va retrouver U' de U, U' sur U, U', U puissance alpha, U' sur 1 plus U carré, alors celle-là elle est de cette année, celle-là vous ne l'aviez pas l'année dernière, les deux dernières sont de cette année, et U' sur racine de 1 moins U carré. Voilà. J'ai mis F, mais sachez que si ça... Enfin, d'ailleurs, souvent dans les exercices, vous verrez, je mets U régulièrement. J'ai mis F parce qu'on l'écrit plus avec F au niveau du supérieur, parce que bah, finalement, pourquoi mettre des U? Enfin, ce sont des fonctions comme d'autres, et finalement, c'est peut-être plus parlant d'ailleurs de mettre F que U. Mais c'est vrai qu'en général, on prend l'habitude dans le secondaire plutôt avec des fonctions qu'on appelle U. Donc là, du coup, bah, la première, justement, on reconnaît U' de U, autrement dit F' de F, qui est la dérivée de E de F. Et donc, comme je veux la primitive de ça, eh bien, ça revient à dire donc que je vais obtenir E de F de T. E de X, du coup, pardon, puisque, justement, variable X. U' sur U, autrement dit F' sur F, du coup, bah, là, on reconnaît le ln. Alors, attention, ça, on a déjà dû vous le dire, hein. Attention parce que f n'est pas forcément positive. On l'a juste prise à valeur non nulle, vous le voyez là entre parenthèses, valable si f donc arrive dans R étoile, c'est-à-dire qu'elle ne peut jamais faire 0. Bon, pour une raison évidente, hein, on divise par f. Et en plus, on va appliquer ln à f, donc pareil, ln de 0 n'existe pas. Mais attention, on n'a pas pris forcément une fonction positive. Donc pensez bien aux valeurs absolues. Après, si vous avez la certitude que votre fonction n'est jamais négative, il n'y a pas de souci, vous pouvez enlever la valeur absolue. Mais a priori, on a bien une valeur absolue. Donc ln de valeur absolue de f de x. Ensuite, alors là, on a U', U puissance alpha, avec, ça c'est sûrement un peu plus étendu que ce que vous avez vu en lycée. On prend alpha, qui peut être un réel quelconque en fait, hein, différent de moins 1. Alors après, il y a quelques, vous voyez en dessous, il y a quand même quelques conditions. C'est valable si alpha est entier avec f qui peut être quelconque en fait. Donc quand alpha est entier positif, pardon, pas de souci. Quand alpha est entier, on avait parlé de tout ça, hein, ça vient du problème des définitions des fonctions puissance, hein. Donc bon,
J'insiste pas trop, mais on peut quand même en reparler. Donc on avait dit justement que quand la puissance est entière négative, on peut encore s'en sortir, sauf si la fonction, enfin sauf si ce qui est sous la puissance s'annule. Donc il faut que la fonction ne donne jamais zéro. C'est pour ça qu'on la met dans R étoile. Et si jamais j'ai alpha qui n'est pas entier, on avait vu que la fonction puissance ne sera pas définie sur R-. Et on peut la définir sur R plus étoile. Alors, on avait vu que dans certains cas, on peut garder l'étoile, et dans des cas encore plus particuliers, on peut étendre. Bon, là, on vous a mis donc les cas principaux. Voilà. Donc, si on est bien dans toutes ces conditions-là, mais j'ai envie de dire, ce qui est entre parenthèses, ça ne devrait pas trop vous gêner dans la mesure où, de toute façon, si vous arrivez à une telle primitive, c'est que déjà f de t puissance alpha est définie. Donc si elle est définie, de toute façon, vous serez dans un de ces cas-là. Dans un des cas où c'est valable. Donc après, pour primitiver, ça ne change plus rien, quoi. C'est pas ça qui... c'est dès le départ, c'est avant même de réfléchir à la primitive qu'on a ce problème de définition. Hein. Donc, du coup, pour la primitive, il n'y a pas spécialement de conditions. Du moment où la fonction est définie, on y arrive. Et donc, on va retrouver en fait la formule que vous aviez, je pense, avec des n. Vous aviez sûrement u' fois u puissance n, qui donnait u puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc là, nous, on l'a avec le alpha. Donc, ça va nous donner f puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Alors, je vais l'écrire plutôt 1 sur alpha plus 1, f de x puissance alpha plus 1. Voilà, donc bien pratique. Hein. Celle-là, on verra qu'elle tombe assez régulièrement. Et quand alpha vaut moins 1, en fait, ça revient à f' de t sur f de t. C'est exactement le cas qui est au-dessus avec le ln. Donc en réalité, on sait faire. Simplement, on ne peut pas le généraliser avec cette formule-là. Ok, ensuite, donc, les deux qui arrivent sont issus des nouvelles fonctions que vous avez. D'ailleurs, je n'ai pas tout mis, j'aurais pu aussi vous mettre les SH et CH, puisqu'on avait vu que l'une était la dérivée de l'autre, donc en fait ça donne des primitives aussi, ça, que vous pourrez rajouter à votre formulaire. Je ne l'ai pas mis, mais voilà, ça fait partie des primitives que vous êtes quand même censé connaître et reconnaître. Mais un peu moins facile, là c'est celle-là que j'ai mise, celles qui ont un rapport avec arcsinus, arccos, arctangente. Arctangente, rappelez-vous, sa dérivée, arctangente x, c'était 1 sur 1 plus x carré. Donc si je prends arctangente de f, c'est-à-dire je la compose, je vais avoir f' fois arctangente de f. Arctangente prime, pardon, de f. Et arctangente prime, donc c'est 1 sur 1 plus, donc ça fera 1 sur 1 plus f carré. Et justement, c'est celle qu'on met là, f' sur 1 plus f carré. Donc ça correspond exactement à une situation d'arctangente qui a été composée avec f. Donc, quand je cherche la primitive, comme là j'avais la dérivée de arctangente de f, et bien sa primitive, je vais l'écrire en vert, sera arctangente de f. J'ai dit sa primitive, attention hein, à prendre avec des pincettes une de ces primitives, les autres étant égales à une constante additive près. La suivante, pareil, elle est à rapprocher donc, de la dérivée de arcsinus, qui était 1 sur racine de 1 moins t carré. Donc si on compose arcsinus avec une fonction f, justement, ça va donner exactement ce que vous avez là sous le signe intégral. Donc ce qu'on a là sous le signe intégral, c'est exactement la dérivée de arcsinus f de t. Donc quand je prends la primitive, je retombe justement sur arcsinus de f de t. Et on avait vu que arcsinus n'est défini que sur moins 1, 1, est dérivable sur moins 1, 1 ouvert. C'est pourquoi votre f de t doit être absolument à valeur dans moins 1, 1 ouvert. Parce que sinon, alors là pour le coup, c'est pas tout à fait que la définition. Si c'était que pour que ce soit défini moins 1, 1 fermé, il conviendrait. Mais pour que ce soit aussi dérivable et que donc ça puisse constituer une primitive, il faut enlever le moins 1 et le 1, où justement on a arcsinus qui n'est pas dérivable. Voilà, j'espère que je suis à peu près claire. Donc là pareil, j'écris pas les démonstrations, mais en fait j'ai dit. J'ai dit. Donc... Donc ça suffit quoi, c'est juste calculatoire en réalité. Du moment où vous avez admis le théorème juste au-dessus, qui finalement lui aussi provient d'un théorème, donc le théorème de la dérivation des fonctions composées, qu'on avait plus détaillé d'ailleurs. À partir du moment où on a admis le tout premier, les autres tombent avec simplement les remarques que j'ai faites à l'oral. Donc bon, je ne prends pas forcément le temps après de tout écrire. Mais j'espère que c'est suffisamment clair. Voilà.
Alors j'ai pas mis Arcos parce que Arcos on a juste un moins en fait, hein, donc enfin Arxine va nous suffire, mais libre à vous après de rajouter celle avec Arcos, pas de souci. Alors les exemples, donc justement, bon là pour le coup on va appliquer. Donc c'est un chapitre, il y a pas mal d'exemples, donc c'est pas mal parce que bah, ceux qui en ont besoin, je sais qu'il y en a parmi vous, ça vous permet de vous raccrocher régulièrement à des exemples. Et donc justement c'est typiquement un chapitre où il y a beaucoup de calculs, donc quand même malgré tout beaucoup d'exemples. Donc là c'est le 1-1b je crois. Non, loupé, c'est le 1-2. 1-2a. Ok. 1-2, 1-2a. Donc les exemples du cours, c'est-à-dire que ce ne sont pas des exemples que j'ajoute particulièrement, ce sont ceux qui sont dans le cours, qui sont proposés déjà. Alors, bon, on en a des assez simples et de ceux qui ne sont pas forcément très compliqués mais qui demandent plus de réflexion. Alors le premier, c'est f1 de x qui serait une primitive de 3t carré plus 1 exponentielle t au cube plus t exprimée en x. Bon, donc là justement, on reconnaît, d'ailleurs je vais l'écrire comme ça, on reconnaît là la forme u' de t et ici u de t, ou f' et f, hein, peu importe. Donc on reconnaît vraiment directement, là on est sur une application de calcul, enfin de formule directe, il n'y a pas de difficulté particulière si ce n'est de voir ce qui se passe. Donc là vraiment on va pouvoir écrire u' de t, e de u de t, avec u de t égale 3, non pardon, t au cube plus t. Je vous conseille vraiment de rédiger correctement. Ce que je fais n'est pas de la décoration, hein, c'est vraiment apprenez à vous organiser parce que dès qu'on élève le niveau, sinon après vous perdez. Donc prenez l'habitude sur les exemples simples de bien rédiger, d'être rigoureux. Ça vous servira pour des exemples moins simples. Ensuite, donc, ah oui, ça serait bien que j'écrive la réponse quand même. Donc, du coup, ça va nous donner e de u de x, puisque justement, bah, c'est notre formule, hein, l'inverse de la dérivation de e de u, oui c'est ça, de u. Et donc, si j'applique, ça nous fait e de x au cube plus x. Voilà, ça, on a terminé, on encadre. Alors, F2, donc on avait F2, c'était primitive exprimée en x de t sur t carré plus 1 dt. Bon là, si vous avez un tout petit peu l'habitude, vous voyez quand même assez vite que le numérateur est quasiment la dérivée du dénominateur. Donc il y a moyen d'aller vers du u' sur u, ou du f' sur f. Donc la formule avec ln. Sauf qu'on n'a pas tout à fait la dérivée. Donc ça, normalement, ce sont des cas que vous avez déjà rencontrés, mais c'est pas grave pour ceux qui avaient du mal, on reprend. Hein. D'ailleurs, le 1,5 pour l'instant, je vais le mettre à l'intérieur. Donc l'idée, c'est que nous, on veut du 2t sur t carré plus 1 parce que ça fera exactement u' sur u. Sauf que, évidemment, j'ai pas le droit d'introduire un 2 comme ça parce que ça m'arrange. Donc je suis obligée de compenser devant ou après. Et donc multiplier par 1,5, autrement dit, divisé par 2 d'un autre côté, parce que d'un côté, je multiplie par 2 pour compenser. Ce qui veut dire donc que mon 1,5 par linéarité de l'intégrale, enfin de la primitive d'ailleurs ici, je peux donc le sortir, entre guillemets, et donc je me retrouve avec quelque chose de la forme u' de t sur u de t, avec u de t qui vaut t carré plus 1, qui est bien dérivable, etc., pas de souci. Donc si j'applique ma formule du cours, ben, ça me fait 1,5 de ln de valeur absolue de u de t, de u de x, pardon, parce que justement là maintenant j'ai primitivé, donc je prends ma variable de la primitive, donc x. U de x c'est x au carré plus 1, et x au carré plus 1 étant toujours positif, je peux même avoir le luxe d'enlever les valeurs absolues. Et donc je retrouve le résultat, que je peux écrire aussi ln de racine de x carré plus 1 d'ailleurs, si ça vous chante. Voilà, donc on continue. F3 de t. De x, n'importe quoi, de x. Donc là, on nous dit primitive de t, racine de t carré plus 1. Ok.
Donc là, alors là, vous avez moins l'habitude déjà. Bon, alors je vais vous l'écrire autrement. La racine carrée, on peut l'écrire puissance 1 demi. Voilà, et c'est ça qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Parce que du coup, si ça, je l'appelle U de t, je vais avoir U de t puissance 1 demi, donc U de t puissance alpha. Rappelez-vous, on l'a vu cette formule. Et donc si devant, par hasard, j'ai U', bah, ça va bien m'arranger, puisque ça, je sais faire U' fois U puissance alpha. Alors on n'a pas U', mais presque. On est exactement dans le même cas que tout à l'heure. On a t au lieu de 2t. Donc on va s'en sortir en trafiquant les coefficients. Trafiquer, entre guillemets, bien sûr. Hein. Ça reste juste tout ça. Donc j'ai droit à multiplier par, plutôt de factoriser par 1 demi pour faire apparaître donc le 2t fois t carré plus 1 à la puissance 1 demi dt. Et donc je vais pouvoir dire que c'est 1 demi de la primitive de u't u de t puissance 1 demi dt. Donc maintenant, si j'applique ma formule, ça me donne 1 demi fois, alors on a dit 1 sur alpha plus 1, donc ici ça fera 1 sur 1 demi plus 1 demi plus 1, ça fait 3 demi, facteur de u de t à la puissance alpha plus 1, c'est-à-dire 3 demi. Du coup, là, en dessous, là, on voit bien ce qui se passe, 2 fois 3 demi, ça fait 3. Donc, il me reste à l'arrivée 1 tiers. Et u de... Ah, pardon, c'était pas t, c'était x ici. U de x, c'est... oui, j'ai pas écrit du coup, pardon. Donc, avec... qui est égal à t carré plus 1. Donc, u de x, c'est x carré plus 1 à la puissance 3 demi. Que je peux écrire aussi... C'est apprécié en général, on essaie de... Quand il y a des demi, d'avoir que des racines carrées au maximum. Mais c'est pas une obligation. Vous pouvez laisser aussi x carré plus 1 puissance 3 demi, mais ça s'écrit aussi comme ça. Voilà, donc c'est là, c'est bon aussi. Ensuite, on avait f4 de x, c'était ah oui, t sur t puissance 4 plus 1. Un petit peu plus difficile. Donc essayez bien sûr tout seul, hein, ça peut être intéressant. Vous coupez la vidéo, vous essayez, et puis bon, bah, si vous n'y arrivez pas, vous regardez, et si vous y êtes arrivé, vous vérifiez. Classique. Donc t puissance, enfin t sur t, oui, exposant 4 plus 1. Alors, là, ce qui n'est pas évident, c'est que j'ai pas u' sur u, clairement, hein, parce qu'il faudrait que j'ai 4t au cube, bon, on est quand même très loin. J'ai pas non plus u sur, enfin, j'ai pas non plus u' sur u puissance n ou je ne sais quoi, parce que t4 plus 1, c'est pas t plus 1 à la puissance 4, hein, donc, enfin bref, je peux pas l'écrire avec une seule puissance généralisée, donc je vais pas pouvoir utiliser ça. En revanche, on se dit, ce que je vais vous écrire d'ailleurs, que t puissance 4, finalement, ben, ça peut s'écrire t au carré plus 1. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que la u' sur, alors je l'ai mis avec des f tout à l'heure, f' sur 1 plus f carré, on a. Et là, si vous regardez bien, si vous appelez u, donc, ce qui est à l'intérieur ici, eh bien là, vous n'avez pas tout à fait u', mais presque. Donc on a, donc avec les mêmes problèmes de coefficients que tout à l'heure. On a fait exprès, hein, d'ailleurs, j'ai fait exprès... j'ai pas trop diversifié les exemples en fait, mais c'est pour que vous voyez bien la différence entre les différentes formules. Oui, donc je disais, du coup, on est très proche de la formule de arctangente de f. Donc on va l'exploiter au maximum. On va faire notre petit trafic de coefficients. Donc ça me fait 1 demi fois une primitive de 2t sur t carré au carré plus 1 dt. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, maintenant, je peux dire, ok, j'ai 1 demi d'une primitive de u' de t sur u de t au carré plus 1 avec u de t égale t carré. Et donc, c'est égal à 1 demi de arctangente de u de x. Autrement dit, pardon, 1 demi de arctangente de x carré. Voilà, c'est un joli calcul celui-là. Donc là, ça y est, là, pour le coup, on bascule sur des calculs que vous ne pouviez pas voir l'année dernière, clairement. Et un petit dernier,
celui-là, ça aurait été possible de le voir l'an dernier. Donc c'était f5 de x qui est égal à une primitive de t sur t carré moins 4 à la puissance 3 dt. Donc là, pour le coup, la puissance qui est en dessous est générale, donc elle est globale sur tout le dénominateur. Donc on essaie quand même de réfléchir à éventuellement u' sur u puissance quelque chose. Donc u' fois u puissance alpha, si vous voulez. Parce que ça, au final, je peux l'écrire. Alors je vais directement faire le trafic de coefficients, là. Comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Je peux l'écrire comme ça. Donc je reconnais bien la forme f' fois f puissance alpha. Puisque si ça, je l'appelle u de t, là j'ai u', donc je me retrouve bien dans la formule du cours. Donc, du coup, c'est pas si dur, on y va. Donc c'est 1 demi d'une primitive de u' de t, u de t, la puissance moins 3 dt, avec u de t égale t carré moins 4. Et donc c'est égal, d'après le cours, à 1 demi de 1 demi fois, donc on a dit 1 sur alpha plus 1, donc ici ça ferait 1 sur moins 2, puisque alpha c'est moins 3 ici, facteur de u de x à la puissance alpha plus 1, c'est-à-dire à la puissance moins 2. Or, donc ça me fait moins 1 quart, u de x c'est x carré moins 4, une puissance moins 2 c'est donc x carré moins 4 au numérateur au carré. Et voilà, en fait, on est bon. Donc ça nous fait moins 1 sur 4 facteur de x au carré moins 4 au carré. J'aurais même pu inclure le 4 comme un 2 au carré, donc j'aurais pu le mettre dans le carré. Voilà. Donc le calcul ici est terminé aussi. Alors je ne vous ai pas mis d'exemple avec arc sinus, mais bon, c'est un peu le même principe que les autres. C'est dans du moment où vous retrouvez bien votre u' sur racine de 1 moins u carré, après vous avez votre arc sinus. On en aura de toute façon. Voilà, bon, c'est un bon début, je pense, pour les exemples. Ça permet de décrasser en même temps, d'appliquer un certain nombre des formules qu'on a vues ou revues juste au-dessus. Et donc, on va maintenant aller voir un petit peu d'autres choses, notamment des calculs, donc comme je le disais en préambule, des calculs un petit peu plus pointus d'intégrales. Et donc, on va voir finalement des nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, je ne sais pas comment il faut le dire. Alors certaines ont peut-être déjà été vues selon vos enseignants, selon votre approfondissement en fait en lycée, mais pour la plupart, a priori, elles n'ont pas été vues. Voilà. Sauf bien sûr quand on fera l'IPP, enfin l'intégration par partie, qui elle, évidemment, normalement, a été vue. Alors, donc, un des cas qu'on va voir en premier, c'est donc comment on calcule une primitive quand on a une exponentielle fois un cosinus ou un sinus. Alors, pas n'importe quelle exponentielle et pas n'importe quel cosinus ou sinus. Vous voyez, on vous l'a écrit. EAT, donc cette forme-là, fois cos B fois T. Donc, composée avec ma fonction exponentielle et ma fonction cosinus, grosso modo, j'ai qu'une fonction linéaire qui est composée à l'intérieur. Donc, c'est un cas qui est quand même très particulier, mais qu'on rencontre régulièrement. Donc, c'est pour ça qu'on vous montre un petit peu comment on peut faire. Et j'en ai un petit peu parlé déjà. Donc, il y en a qui ont peut-être déjà une idée. Alors, je ne sais plus où j'en suis dans les numéros, le 1, 2B. Donc là, carrément, j'ai fait le choix de ne pas écrire de généralisation dans le cours, on va l'écrire avec l'exemple, et de faire par l'exemple. Donc on va d'abord voir les exemples, et puis on va en tirer après une généralisation, une méthode, entre guillemets, possible. Alors, on me demande donc, première primitive, mais en fait la deuxième se fera exactement de la même manière, donc surtout la première qui nous intéresse. Donc une primitive de E de t cos de t. dt. Voilà. Alors, en réalité, on a deux façons de voir ce calcul-là. Là, moi, celle que je vais vous montrer, c'est en passant par les nombres complexes, parce que ça nous permet de passer par les exponentielles complexes, qui peuvent peut-être faire peur, mais qui, en fait, peuvent rendre de grands services en termes de calcul. Alors l'autre façon de faire aurait été par les IPP, sauf que les IPP, on ne les a pas encore revus. C'est aussi pour ça que je fais dans cet ordre-là. On en reparlera quand on fera les IPP ensuite. Alors,
je vais garder ça. Du coup, l'idée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de remarquer que cos de 2t, en fin de compte, si je bascule dans les complexes, c'est la partie réelle de exponentielle de 2it. Je vais l'écrire comme ça directement. Ou 2ti. Je ne sais pas comment je dois l'écrire pour que ça vous parle. C'est-à-dire que l'angle, c'est 2t. Donc, exponentielle iθ, du coup, c'est écrit e de ti ou i de t, enfin, comme vous voulez. Et à partir de là, du coup, je peux dire que une primitive que je cherche, ce serait donc une primitive de e de t fois la partie réelle de e de ti. Or, e de t, là, ce morceau-là, est déjà réel. Donc je peux dire aussi que c'est une primitive de la partie réelle de e de t, e de ti, dt. Et on a vu tout à l'heure que quand je prends une primitive de la partie réelle de quelque chose, ça revient à prendre la partie réelle d'une primitive du quelque chose en question. Donc autrement dit, je peux sortir RE. Et en plus, je peux factoriser, je peux fusionner mes deux exponentielles à l'intérieur et factoriser l'exposant. Je vais avoir donc t facteur de 1 plus 2i dt. Bon. Et en fait, ça, il s'avère que c'est intéressant parce que, alors ça, je ne l'ai pas encore dit, mais je vais le faire au travers des exemples, c'est pas grave. Là, nous, on a des fonctions qui peuvent être à valeur complexe, et notamment donc, tout ce qui est exponentiel complexe. Donc quand j'ai une exponentielle, on avait vu en fait comment les dériver, hein, donc forcément, de la même manière, on va pouvoir avoir des résultats sur les primitives de ces fonctions. Donc quand j'ai, je vais l'appeler z0, voilà. Donc, vous voyez là, donc j'ai z0 qui est un complexe, donc j'ai une exponentielle comme ça avec donc un complexe en exposant. Et bien en fait, je vais pouvoir en trouver une primitive très facilement, exactement de la même manière que ce qu'on pouvait faire avec les exponentielles réelles, je veux dire. Donc de la même manière que on retrouve dans les dérivés les formules qu'on pouvait avoir sur les exponentielles réelles, on va retrouver aussi les formules qu'on peut avoir sur les exponentielles réelles dans les complexes. Voilà, donc ici, exponentielle z0t a pour primitive, une primitive en tout cas, 1 sur z0 exponentielle z0t. Donc finalement, vous avez le même comportement que des réels. En revanche, on fera attention parce que z0 étant complexe, après si je veux la partie réelle ou la partie imaginaire, il faudra faire attention du coup à ce morceau-là, et qui est d'un complexe, donc qui lui-même a une partie réelle, une partie imaginaire. Voilà. Mais à part ça, la partie primitive ne pose pas problème. Donc autrement dit, ici, j'ai la partie réelle, donc de, du coup, ma primitive, ça va être 1 sur 1 plus 2i, exponentielle, 1 plus 2i, x. Voilà. Et donc la question, c'est quoi la partie réelle de ce truc-là, quoi. Voilà. Donc je vais l'écrire à part. Alors je vais prendre 1 sur 1 plus 2i, e de 1 plus 2i, x. Déjà, je peux dire que c'est e de x. Donc je ressors mon exponentielle réelle. Ça ne me sert à rien, ça c'est réel, sans facteur, donc je laisse. Donc ça revient à ça. Tant que j'y suis, tiens aussi, le 1 sur 1 plus 2i, je vais l'écrire sous forme algébrique. Donc je vais multiplier par le conjugué en haut et en bas. Donc ça me fait ça. Exponentielle 2x. Voilà, j'ai ça. Ensuite, donc ça je laisse devant. Après j'ai 1 moins 2i sur 5. Et ça c'est cos de 2x plus i sinus de 2x. Moi je veux ce qui est réel. Alors, bon, si vous voulez, je vais le développer, comme ça tout le monde voit bien ce qui se passe. Donc maintenant, si je développe, alors pourquoi je parle de développement? Tenez, le sur 5, je vais le mettre là, parce qu'il est réel aussi, il ne nous sert à rien. Donc au final, je me retrouve avec ça. Donc il s'agit bien d'une double distributivité si je veux vraiment voir tout ce qu'il y a derrière, dans ce qui est, donc qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est imaginaire. Donc si je développe, ça va me faire du coup cos de 2x plus i sinus de 2x moins 2i cos de 2x plus 2 sinus de 2x. Moi, je veux la partie réelle, donc maintenant je regarde ce qui se passe. Ah, j'ai oublié le sur 5, attendez. Voilà. Moi, je veux la partie réelle. Bon, ça, ok. Ça, c'est réel.
et ça, c'est réel. Donc en fait, je vais avoir e de x sur 5 fois cos de 2x plus 2 sinus de 2x. Moi, je veux que la partie réelle. Donc, je vais garder que ça. Donc là, maintenant, je peux dire égal. Alors évidemment, il y a tout le calcul intermédiaire que j'ai écrit à côté et qu'on ne fait pas de tête normalement. Après, on peut mettre moins d'étapes. Mais, donc égal, du coup, 1 cinquième de e de x facteur de cos de 2x plus 2 sinus de 2x. Voilà donc pour mon calcul. Alors j'ai l'impression que... Non, c'est ça. 1 et 2. C'est ça. Ok. Donc voilà, ça c'est pour la première. Donc on commence à voir un petit peu la méthode. Hein. Enfin, je pense commencer à voir comment ça marche. Maintenant, faisons-le pour le sinus. Mais en fait, c'est exactement pareil. Donc de même. D'ailleurs, j'ai pas écrit. Donc là, ce sont les exemples du cours. Alors de même, donc si je prends une primitive de e de t sinus de 2t, cette fois-ci, donc sinus de 2t, c'est la partie imaginaire exponentielle de ti. Autrement dit, je vais m'intéresser à la partie imaginaire d'une primitive de exponentielle de t facteur de 1 plus i dt. Or, on a déjà calculé tout ça là. On a déjà calculé une primitive et aussi ce qu'elle valait. Donc, je récupère le calcul qui est juste au-dessus, qui est là, que je vais encadrer. Voilà. Et cette fois-ci, au lieu de prendre la partie réelle, je prends la partie imaginaire. Et donc, la partie imaginaire, ça va être 1 cinquième de e de x facteur de sinus de 2x moins 2 cos de 2x. Alors attention, partie imaginaire, ce n'est pas imaginaire, hein, c'est ce qui est devant i. Donc c'est quand même quelque chose qui est réel. La partie imaginaire, c'est le coefficient de i dans notre nombre complexe. Hein. Donc attention, parce que sinon ce ne serait pas très logique, parce que au départ j'ai une primitive réelle, je dois récupérer quelque chose de réel à la fin, même si je suis passé chez les complexes. Voilà, donc bon, je pense qu'on a compris l'idée. On va généraliser, on va écrire une méthode pour que ce soit voilà, un peu plus rigoureux, mais bon, l'idée est là. Donc maintenant, si on généralise, alors généralisation, cas général, on va le faire là. Donc généralisation, quoi qu'à la limite, je vais le faire à côté, pardon. Comme ça me laisse un peu de place pour après. Alors, voilà, ici c'est très bien. Je vais enlever ça. Donc, je disais, généralisation, ou bien cas général, je sais pas, c'est pareil. Alors, maintenant, si on prend, en gros, on va faire la même chose mais avec des lettres. Hein, c'est le même principe, puisqu'on avait annoncé dans le titre que nous, on allait dire comment faire pour toutes les fonctions du type e de e puissance at fois cos de bt, dt, avec a et b réels. Donc, tant qu'à faire, il faut qu'on puisse répondre dans tous les cas. Donc, en fait, ça revient à quoi? Ça revient à dire qu'on prend la partie réelle. Donc là, j'écris pas toutes les étapes, hein, parce que c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. De a plus bi fois t dt. Je ne vais pas l'oublier. J'espère que c'est clair là ce que je viens de dire, parce que simplement que lui, c'est la partie réelle de exponentielle bit. Et donc, du coup, si je factorise, enfin, si après, quand je vais rassembler, enfin, fusionner mes exponentielles, je vais donc avoir en exposant at plus i fois bt. Donc, du coup, après, si je factorise par t, ça me fait bien a plus bi fois t. Voilà, donc j'obtiens bien ça. Et après, du coup, ça revient à dire que je prends la partie réelle de 1 sur a plus bi, puisque là, on calcule donc une primitive de l'exponentielle complexe. Exponentielle a plus bi fois t. Fois x, pardon, parce que là, j'ai calculé ma primitive. Une primitive. Voilà, etc. C'est-à-dire qu'après, enfin, quoi qu'on pourrait même montrer le calcul. Hein. Ce que je vais faire... Je vais laisser comme ça pour l'instant et ensuite on va faire le calcul vraiment précisément qui servira aux deux.
Donc si on fait pareil avec sinus, même principe, sauf que ça va être partie imaginaire, mais sinon c'est exactement pareil. Donc A plus BI fois T, dt. Et donc ça revient à la partie imaginaire de 1 sur A plus BI exponentielle A plus BI x. Donc maintenant, si je calcule justement ce complexe là, 1 sur A plus BI exponentielle de A plus BI x, alors c'est égal à, donc si je mets 1 sur A plus BI sous forme algébrique, donc ça va me faire A moins BI sur A carré plus B carré. Et si j'écris l'exponentielle sous forme trigonométrique, ah oui, je sors, pardon. L'exponentielle AX, c'est la partie qui est déjà réelle. L'exponentielle BIX, je l'écris sous forme trigonométrique, donc ça me fait cos BX plus I sinus BX. Voilà, j'essaie de ne pas écrire toutes les étapes, hein, parce que sinon ça devient lourd. Voilà. Donc au final, ça me fait E de AX sur A carré plus B carré. Donc là, on reconnaît cette partie qui est parfaitement réelle qu'on avait laissée devant, fois donc la fameuse double distributivité. Voilà. Et donc là, oui, c'est ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc là, on n'a plus qu'à regarder ce que vont donner les doubles produits pour voir ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc est-ce qu'il y a vraiment besoin que je détaille tout en bas? Je pense pas. Donc là, la partie réelle, du coup, c'est quand je fais A fois cos de BX. Alors évidemment, j'ai toujours ça qui traîne devant, là. Hop, donc le quotient. Fois donc A cosinus BX. Et l'autre partie qui donne quelque chose de réel, c'est quand j'ai I fois I. Donc moins BI fois I sinus BX, ça fait plus B sinus BX. Voilà, si on veut vraiment la formule générale, on l'a. Pas besoin d'apprendre ça par cœur, hein. Sauf ceux qui vraiment sont des pros du par cœur, pourquoi pas, mais de toute façon, il faudrait être en mesure de prouver tout ça. Vous ne sortez pas une formule comme ça d'un coup, hein. Ça, ce genre d'exercice, ça s'écrit, ça se démontre. Après, en revanche, vous pouvez gagner des étapes, du temps, si vous avez bien compris tout ça et que vous avez le calcul en tête. Mais bon, pas besoin de connaître le résultat à la lettre près. Ensuite, donc partie imaginaire, donc même idée, sauf que je prends les autres doubles produits. Donc je vais avoir E de AX sur A carré plus B carré toujours devant. Et cette fois-ci, on va avoir donc moins BI fois cos BX, donc ça nous fait moins B cos BX déjà. Et ensuite, on a A fois I, donc plus A sinus BX. Voilà pour la deuxième. Donc ça se généralise parfaitement, cette méthode, et donc vous pouvez l'utiliser sans problème. Voilà, bon, donc ça, vraiment, essayer de visualiser ce cas-là et vous souvenir donc, de ce qu'il est possible de faire pour être efficace. Ensuite, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore le 2C, parce que c'est intéressant, c'est un autre cas pareil qu'il faut connaître. 1 sur AT carré plus BT plus C, alors là pour le coup c'est quelque chose qui revient assez souvent, qui n'a pas été vu, sauf les cas particuliers en lycée. Donc c'est intéressant, donc pareil on va faire plein d'exemples, et ensuite on généralisera. Donc il y a un petit peu de travail. Alors on y va, donc le 1, 2C. Donc là, maintenant, on s'intéresse à d'autres types de fonctions à primitiver. Alors, 1, 2, C. Alors, le tout premier est très simple, niveau lycée. Ça, c'est bon. Donc, f1 de x, on vous demande une primitive de 1 sur t carré dt. Bon, ça, c'est dans vos formulaires, en fait, de lycée. Donc, il n'y a pas de souci. Moins 1 sur x. Voilà. Puisque 1 sur x, justement, quand je dérive, ça fait moins 1 sur x carré. Donc, on retrouve bien, il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi on vous met cet exemple dans cette partie? Parce que l'air de rien, c'est quand même du 1 sur une fonction du second degré. En fait, c'est ça qu'on va étudier. Donc là, on a pris la plus simple, quoi. Bon, la plus simple, ok, on sait faire. Allez, on augmente un petit peu la difficulté. Donc maintenant, si on vous dit f2 de x qui serait une primitive de 1 sur t carré plus 2t plus 1 dt. Bon, là, quand même, votre œil commence à être habitué à ça. On reconnaît au dénominateur un carré, enfin une identité remarquable, je perdais le mot. Donc on peut l'écrire comme ça, et à partir de là, je reconnais une forme u' de t sur u de t au carré, avec u de t qui serait t plus 1.
Autrement dit, donc celle-là, je crois même que non, je l'ai pas mise brute celle-là. Bon, soit vous vous souvenez, parce que là, celle-là, vous deviez l'avoir dans vos formulaires classiques, soit vous utilisez que c'est U' fois U puissance moins 2, et donc vous utilisez U' fois U puissance alpha que vous avez dans votre cours. Donc ça, il n'y a pas de souci. Bon, vous faites comme vous voulez, mais donc vous allez retrouver normalement moins 1 sur U de x. Alors ceux qui passent par le alpha, là justement par la formule avec alpha, vous trouverez moins 1 fois U puissance moins 1. Et donc ça fait bien moins 1 sur U de x, c'est la même chose. Autrement dit, moins 1 sur x plus 1. Voilà, bon celle-là, normalement, on sait encore faire, sans trop de réflexion. Voilà, et les problèmes commencent à arriver à F3, parce que là, pour l'instant, on était, donc, comme je disais, sur du niveau lycée. Pour F3, ça commence à être différent. Alors, on pouvait le faire au lycée, mais en vous aidant un petit peu. Donc, et puis là, on va vous aider de moins en moins. Donc, justement, c'est ce qui devient un peu plus enrichissant. Donc, là, on vous demande une primitive de 1 sur t facteur de t plus 1. Donc, c'est bien du second degré qu'on a en dessous. Donc, on est bien dans un des cas qui est concerné dans notre partie. Alors, donc là, j'ai du second degré en dessous, qui est donc un second degré avec deux racines distinctes, puisqu'on a une factorisation parfaite. Donc, on a une racine 0, racine moins 1. Quand on a deux racines distinctes, comme ça, des racines simples, donc on est dans un cas qui peut-être est plus compliqué que ce que vous avez vu au lycée, mais qui est en fait un cas simple, il s'avère qu'on va appeler ça la décomposition en éléments simples. Notre fraction va pouvoir s'écrire comme une somme ou une soustraction de fractions plus simples. Alors je m'explique, je vais vous montrer ça. Donc l'idée c'est que quand j'ai donc 1 sur t fois t plus 1, il y a une théorie qui dit, alors pour l'instant le but n'est pas de démontrer tout ça, hein, juste d'appliquer, de connaître, d'avoir des savoir-faire, donc de connaître les techniques. On verra plus tard, on aura un chapitre là-dessus, d'où ça vient tout ça. Donc l'idée c'est que on sait, on vous dit en tout cas, que ça va pouvoir s'écrire comme la somme d'une fraction de dénominateur t et une fraction de dénominateur t plus 1. Ce qu'on appelle la décomposition en éléments simples. Alors après, le simple est tout relatif, mais c'est quand même plus simple que la fraction que j'avais au départ. Donc en éléments simples de ma fraction, donc de 1 sur t fois t plus 1. Alpha et bêta étant des réels à déterminer, bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser alpha, bêta. Il faut les trouver. Donc pour les trouver, c'est ce alpha et ce bêta. Alors on aura plusieurs techniques. Mais disons que pour l'instant, vous n'avez pas 50 possibilités. Vous pouvez faire par identification. Donc en fait, à partir de là, bon évidemment, vous prenez t différent de 0 et t différent de 1, évidemment, de moins 1, pardon, évidemment. Donc à partir de là, si on précise bien que t ne vaut ni 0 ni moins 1 tout le temps, du coup on peut raisonner par équivalence, c'est dire qu'on a 1 sur t fois t plus 1 qui est égal à alpha fois t plus 1 plus bêta t, c'est-à-dire je mets tout sur le même dénominateur, et je vais pouvoir identifier les numérateurs. Alors attention, l'équivalence n'est valable que parce que je précise bien t différent de 0, t différent de moins 1 à toutes les étapes en fait. Hein, voilà. Sinon, un petit souci d'équivalence. Donc, là j'ai alpha plus bêta. Donc je rassemble tout ce qui est en t et ce qui est constant, je le mets à côté. Donc avec toujours, je disais, t qui n'est ni 0 ni moins 1. Voilà. Et là, donc si j'identifie, c'est une petite identification facile, je me retrouve avec alpha plus bêta qui vaut forcément 0 et alpha qui vaut 1. Donc, ça veut dire que j'ai bêta qui vaut moins alpha, donc qui vaut moins 1, et alpha qui vaut 1. Voilà, donc tout ça pour dire que 1 sur t fois t plus 1, ça s'écrit aussi. Donc on a trouvé alpha qui vaut 1 et bêta qui vaut moins 1. Donc ça s'écrit aussi 1 sur t moins 1 sur t plus 1. Et le fait de casser ma fraction comme ça, en ce qu'on appelle donc des éléments simples, ça va me permettre de primitiver là où je ne savais pas primitiver. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais 1 sur t fois t plus 1, ça ne rentre dans aucune des formules dont vous disposez. C'est pas U' sur U,
c'est pas U' sur U carré, c'est pas, enfin, voilà, quelque chose qui pourrait ressembler à ça, je sais pas ce qu'on a, c'est pas non plus l'arctangente, hein, c'est pas U' sur 1 plus U carré, c'est rien de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on est allé chercher autre chose. Mais maintenant que j'ai ma décomposition en éléments simples, tout va être plus simple, puisque, attendez, je l'écris, j'ai mis T d'abord, hein. Ok. Puisque chacune de ces fractions, maintenant, je sais les primitiver. Là, pour le coup, ça rentre dans le cadre de U' sur U. Ou même, enfin, le ln, on voit vite que c'est du ln, mais c'est bien U' sur U. Donc, 1 sur t dt moins primitive de 1 sur t plus 1 dt. Voilà. Ce qui donne donc ln de x. Alors, attention, valeur absolue. Ln de x moins ln de x plus 1. Et voilà. Et là, maintenant, c'est faire. Voilà, et après, bon, selon les... Enfin, quoi que oui. On pourrait même dire que c'est égal à ln de x sur x plus 1. Mais bon, il faudra bien préciser les ensembles de définitions, etc. Bon, là, le but, c'est surtout de déjà arriver jusque-là, jusqu'à cette étape. Ensuite, donc si je continue, la suivante est du même genre. On va vite comprendre pourquoi. Du noir, ça suffit. Donc f4 de x, primitive de 1 sur t carré moins 4 dt. Donc là, pareil, hein, je suis dans aucun des cas du cours. Mais je remarque que mon second degré, là, en dessous, il a deux racines, donc qui sont 2 et moins 2. Donc je peux factoriser, enfin sinon, on peut utiliser l'identité remarquable aussi, hein, par donc t-2, t plus 2. Et donc je me dis, ah bah tiens, ça ressemble quand même au cas précédent, puisque justement j'ai mes deux facteurs simples, avec racines simples. Donc bah, je vais utiliser mon histoire de décomposition en éléments simples, justement. Donc même principe. Donc je mets juste une flèche là pour dire que c'était le calcul pour lui. Parce qu'on va faire aussi maintenant le calcul pour 1 sur t-2, t plus 2. Donc même principe, on va chercher alpha et bêta, tel que j'ai alpha sur t-2 plus bêta sur t plus 2, qui soit égal à ma fraction de départ. Donc là aussi, hein, évidemment, avec t différent de 2 et moins 2. Et donc à ce moment-là, je vais pouvoir dire que 1, donc si je garde que les numérateurs, est égal à alpha fois t plus 2 plus bêta fois t moins 2. Voilà, avec t qui n'est ni moins 2 ni 2. Et donc, pareil, je vais avoir une petite identification, puisque là j'ai alpha plus bêta fois t, plus 2 alpha moins 2 bêta. Donc si j'identifie, d'ailleurs je ne l'ai pas écrit ici, donc c'est identification. Hein. Donc là pareil, je fais une identification des coefficients d'un polynôme, puisqu'en fait c'est un polynôme de degré 1 que j'ai là. Deux polynômes égaux ont forcément les mêmes coefficients, donc il s'agit bien d'identifier les coefficients. Donc j'ai alpha plus bêta qui vaut forcément 0, et 2 alpha moins 2 bêta qui valent 1. Autrement dit, donc alpha égale moins bêta, ce qui nous fait moins 4 bêta égale 1. Donc bêta vaut moins 1/4 et alpha vaut 1/4. Voilà, ce qui veut dire que je peux dire que 1 sur t-2 fois t plus 2, c'est égal à... alpha, c'était 1/4. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est égal à 1/4 sur t-2 plus... Enfin, moins du coup. 1/4 sur t plus 2. Et donc là, même principe que tout à l'heure. Je ne savais pas calculer, alors que maintenant, je sais primitiver ça. Puisque ça, c'est égal donc à 1/4 d'une primitive de 1 sur t moins 2 dt, moins 1/4, donc là, je linéarise ma primitive, hein, 1 sur t plus 2 dt. Voilà. Et donc, ça revient à 1/4 de ln de t-2, attention, en valeur absolue, moins 1/4 de ln de t plus 2 en valeur absolue. Je pourrais pu mettre évidemment le 1/4 en facteur, je vais le faire d'ailleurs. Donc 1/4 de la différence des deux ln.
voilà, donc bon, ça marche bien. Donc là, déjà, on a vu donc, le cas où il y a deux racines simples. Bon, on commence à voir hein, comment ça marche. Je vais pouvoir casser en éléments simples et donc je vais récupérer du ln, hein, grosso modo, à la fin. Bon, maintenant, voyons, alors on va changer de cas avec le f5. Donc f5, c'est 1 sur t carré plus 1, justement, qui n'a pas de racine réelle. Ni double, ni simple, d'ailleurs. Alors, allons voir ça. Donc f5 de x. 1 sur t carré plus 1. Alors, tant que j'y suis, je vais juste donner un... Je vais l'écrire, je l'ai dit, mais je ne sais pas si c'est toujours très clair quand je le dis sans l'écrire. Le nom, quand même, de cette méthode. Donc, ça, c'est la méthode de décomposition en éléments simples d'une fraction. C'est pour les fractions polynomiales, en fait, hein, donc les fractions rationnelles, on appelle ça. Donc, des fonctions rationnelles, je veux dire. D'une fraction de polynôme en éléments simples. Donc, on appelle ça, en fait, la décomposition en éléments simples. Alors, donc, celle-là. Alors, celle-là, évidemment, je ne peux pas faire pareil. Enfin, vous pouvez essayer, hein, mais là, le problème, c'est que je n'ai pas de factorisation en dessous. Alors, je pourrais le faire dans les complexes, ça oui. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs, aller voir ce que ça donne dans les complexes. Mais on a mieux. On a mieux parce que là, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est exactement la dérivée d'arc-tangente. Donc en fait, pour celle-là, j'ai zéro calcul, zéro travail à faire. On la connaît déjà. Alors pourquoi je vous l'ai mise dans les exemples? Parce que justement, elle va nous mettre sur la piste pour des cas un peu plus compliqués où je n'ai justement pas de racine réelle. Donc là, c'est là, bon, ok, ça n'a pas l'air très compliqué. Si je connais mon formulaire, bon, je sais que la dérivée d'arc-tangente x, c'est 1 sur x carré plus 1. Donc là, ben, justement, je suis dans l'autre sens, donc j'obtiens exactement arc-tangente x. Bon, ok, pas trop dur. Maintenant, un autre cas, donc t carré plus 4. Vous voyez, on augmente un petit peu le niveau, mais à peine, hein, parce que c'est quand même très proche. Maintenant, si j'ai t carré plus 4 au dénominateur. Alors, je ne peux pas dire que c'est arc-tangente x, puisque arc-tangente x, ce serait 1 sur 1 plus quelque chose. Enfin, le t carré, quoi. Bon, ok. En revanche, je me dis, bon, ben, ok, j'ai plus 4, mais c'est pas grave, j'ai qu'à le faire apparaître, mon 1. Je vais factoriser le dénominateur par 4. Autrement dit, je vais sortir un quart. Et là, ça va me donner t carré sur 4 plus 1. Et là, je me dis, ah cool, c'est proche d'arc-tangente quand même. Oui, sauf que j'ai plus 1 sur 1 plus x carré ou 1 sur 1 plus t carré. J'ai un autre truc à la place du t. Mais on se souvient que dans notre cours, on a aussi arc-tangente de f de x, dont la dérivée est f' sur 1 plus f carré. Donc je me dis, ah oui, là ça pourrait être intéressant. Puisque, alors, on va le réécrire correctement, parce que là ça va pas encore tout à fait. Je peux en fait écrire t carré sur 4 comme t sur 2 au carré plus 1 dt. Donc finalement, ce machin-là, ça pourrait être mon u, ou mon f, quoi, si vous voulez. Sauf que ça veut dire qu'au-dessus, il me faudrait u'. Mais bon, u c'est t sur 2, u' c'est 1 demi. Bon, j'y suis quasiment, j'ai 1. Donc je vais trafiquer les coefficients et je vais m'en sortir. Mais je sais que je vais retomber sur du arc-tangente. Donc là, clairement, on est en train de commencer à voir que quand je n'ai pas de racine réelle au dénominateur, je vais aller vers du arc-tangente. Alors, justement, maintenant je fais apparaître mon 1 demi au numérateur. Donc le 1 quart, je le transforme en 1 demi fois 1 demi. Voilà. Et donc là, je me retrouve avec la forme u' de t sur u carré, enfin u de t au carré plus 1. Et donc je sais que ça va donner arc-tangente, enfin donc 1 demi de arc-tangente de u de x. Et u de x ici, c'est x sur 2. Voilà. Donc là, je vais dire avec u de t égale t sur 2. Donc ça fonctionne avec arc-tangente, pas de problème. Bon, allez, un petit dernier, f7, qui va nous mettre un petit peu plus encore en difficulté sur ces cas où on n'a pas de racine réelle. Alors ceux qu'on a un peu moins vus, c'est les cas où on a une racine double. C'était le cas du tout premier. Enfin non, oui, on les a vus, pardon. C'était le cas des deux premiers en fait. Ah oui, on les a vus.
La racine double, on a vu, c'est quand on se retrouve avec du U' sur U carré. Ouais, ouais. Donc non, c'est bon, on aura vu tous les cas, on pourra généraliser. Alors, donc primitive de 1 sur t carré plus 2t plus 5. Alors, le delta, je ne vais même pas l'écrire, on peut le faire de tête. 2 au carré, donc 4 moins 4 fois 5, bon, clairement négatif. Donc, je n'ai pas de racine réelle. Donc, soit je bascule dans les complexes, il faut le maîtriser, mais parce qu'après, il y a une décomposition en éléments simples, etc., dans les complexes. On peut. Soit, ça va être quand même plus efficace, surtout après pour recoller les morceaux, j'essaie de passer par l'arc tangente. Bon, alors je me dis, ok, alors je suis quand même loin de l'arc tangente. Mais vous savez normalement faire une chose qu'on a déjà revue, c'est mettre sous forme canonique. Alors pourquoi ça va être intéressant? Parce que la forme canonique, elle nous permet d'avoir un gros carré, plus ou moins quelque chose. Alors moins, ce serait gênant pour l'arc tangente, mais là justement dans un cas où il n'y a pas de racine réelle, donc on ne devrait pas avoir moins quelque chose, on va avoir plus quelque chose. Donc après, il n'y aura plus qu'à transformer pour que ça ressemble à la dérivée de l'arc tangente de U. Bon, alors, on y va. Donc moi, je veux une forme canonique de ça. Donc rappelez-vous, j'essaie d'écrire le début de mon polynôme du second degré comme une identité remarquable, comme le début d'une identité remarquable. Donc ça, ce serait le début de t plus 1 au carré, puisque t plus 1 au carré, quand je le développe, ça fait t carré plus 2t. Sauf que j'ai le plus 1 en trop, donc je vais enlever le b, donc je vais faire moins 1, qui est en fait le b carré. Donc moins 1, et je n'oublie pas de reporter mon plus 5 ici. Donc là, j'ai juste mis sous forme canonique, j'ai rien fait de fou. Donc, ça nous fait t plus 1 au carré plus 4 dt. Voilà, et donc je me dis, oui, bon, ok, alors, je ne suis pas encore à l'arc tangente, mais finalement, un peu comme tout à l'heure, j'avais un plus 4 au lieu d'un plus 1. Bon, bah, je vais faire pareil. Donc, je factorise mon dénominateur par 4. Donc, je vais avoir t plus 1 au carré sur 4 plus 1 dt. Bon, alors c'est pas encore satisfaisant, mais c'est pas grave. Je vais faire rentrer donc mon 4 dans le carré, donc ça va devenir t plus 1 sur 2, le tout au carré plus 1 dt. Et donc je me dis, ah, ça y est, ça ressemble. Sauf que, bon, si ça c'est u de t, bah, il me faudrait u', qui serait donc 1 demi. Donc même transformation que tout à l'heure, je vais faire apparaître le 1 demi donc au numérateur pour avoir la forme que je veux. Donc t plus 1 sur 2 au carré plus 1 dt, qui est donc 1 demi de u' de t sur u de t au carré plus 1 dt. Et donc avec toujours u de t égale t plus 1 sur 2 ici. Et donc on récupère 1 demi de arc tangente x plus 1 sur 2. Voilà, donc bon, finalement, on s'aperçoit que finalement il y a 3 cas. Le cas où j'ai une racine double, où on va récupérer du moins 1, disons sur... Enfin bon, il faudra mettre des lettres dans tout ça, mais moins 1 sur a fois x moins quelque chose, enfin, on va le voir. On va passer par u' sur u carré, autrement dit. Le cas où j'ai deux racines distinctes, où je fais une décomposition d'éléments simples et je récupère du ln à la fin, en général 2 ln, qui s'additionnent ou qui se soustraient. Et le cas où je n'ai pas de racine simple, qui est le plus compliqué, parce que c'est le cas où je peux passer par la forme canonique, et ensuite il faut factoriser comme il faut pour faire apparaître la dérivée d'un arc tangent de u. Voilà, mais en tout cas on voit qu'il y a bien 3 cas. Alors justement, on va généraliser maintenant. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais le faire à côté. Alors ça a commencé où mon histoire? Ici. Voilà. Donc généralisation. Alors on y va. Donc il s'agit, qu'on soit bien clair sur ce qu'on est en train de faire, d'apprendre, enfin de généraliser le calcul d'une primitive de 1 sur at carré plus bt plus c. Donc, autrement dit, quand on a donc une constante, parce que qui est 1 ou autre chose, ça ne changera rien pour notre primitive, c'est juste ça sera multiplié par la constante.
Et en dessous, en revanche, donc un polynôme du second degré avec à différents zéros, hein, sinon évidemment ce n'est plus du second degré et on va changer de technique. Ok, alors 3 cas. Donc déjà, première chose, peut-être le mettre en rouge. Donc première chose, on calcule le discriminant delta. On calcule de delta, enfin oui, du delta du dénominateur. C'est pas très clair ce que je dis, mais enfin du discriminant du dénominateur. Donc on a delta qui serait b carré moins 4ac, et donc on va avoir 3 cas. Donc 3 cas. Le premier cas, donc delta égale à 0. Je mets les cas dans l'ordre où on les a vus. Hein. Donc c'était le cas, on avait une racine double. C'était f1 et f2 qui étaient comme ça. Donc f1 de x et f2 de x. Alors dans ce cas-là, on a une factorisation comme une entière marquable, c'est-à-dire j'ai at carré plus bt plus c qui est égal à a facteur de t moins t0 au carré, où t0 est la racine double. Hein. Racine double, c'est-à-dire, on sait la calculer, hein, c'est moins b sur 2a. Voilà. Bon, on n'a pas forcément besoin de l'écrire, mais on la connaît. Donc voilà, là c'est le cas où ça va s'écrire comme ça. Et alors dans ce cas-là, une primitive, alors ça est quoi? Lui je vais l'appeler f de t. Hein. Voilà. Une primitive de f de t en x, ce serait donc une primitive de 1 sur a facteur de t moins t0 au carré. Et donc là je me retrouve avec 1 sur a facteur de u' de t sur u de t au carré avec u de t qui est t moins t0. Voilà. Et donc, ça va me donner 1 sur a fois moins 1 sur u de x. Autrement dit, on aura moins 1 sur a fois x moins t0. Voilà. Alors là aussi, je vous déconseille d'apprendre ça par cœur. En revanche, vous devez être tous en mesure de refaire ce calcul parfaitement. Ça, oui. Mais est-ce que vraiment ça a un sens d'apprendre le résultat par cœur? Pas forcément. Hein, voilà. Là, l'idée, c'est vraiment d'acquérir un savoir-faire, pas un savoir brut. Après, si votre mémoire, je le redis, si votre mémoire vous permet d'avoir tout ça en tête, c'est nickel, parce que ça vous permet aussi de vérifier ce que vous obtenez. Mais en aucun cas, vous ne devez vous contenter de mémoriser le résultat, quoi. C'est ça que je veux dire. Maintenant, si delta est strictement positif, donc c'est le cas de f3 de x et f4 de x, donc on a deux racines distinctes. Donc, alors, on a du coup at carré plus bt plus c qui se factorise avec deux facteurs de degré 1 et distinctes. Voilà, donc avec t1 différent de t2 racine du dénominateur. Bon. Et alors, donc là, cette fois-ci, si je veux calculer une primitive de f, je vais avoir donc une primitive de 1 sur a fois t moins t1 fois t moins t2 dt. Et en fait, là, on utilise donc la décomposition en éléments simples. Donc là, c'est ça qu'on fait, décomposition en éléments simples. Pour en déduire donc que on a, alors je vais l'écrire comme ça, alpha sur t moins t1 plus bêta sur t moins t2 dt. Donc alpha et bêta sont à déterminer, bien sûr, là je suis obligée d'écrire de façon générale, hein, par donc, la décomposition en éléments simples. Et donc après, ça nous donne alpha ln de valeur absolue de t moins t1 plus bêta ln de valeur absolue de t moins t2. Donc là, c'est notre deuxième cas qu'on a rencontré tout à l'heure à 2 reprises. Et enfin, donc le troisième cas, où il y a le plus de calculs, bon, enfin bon, ça reste faisable, hein, c'est pas... mais il y a un peu plus de manipulation algébrique.
Alors, le troisième cas, donc c'est le cas de F5, F6, F7. Voilà. Alors, dans ce cas, donc, le dénominateur n'a pas de racine réelle, donc pas de factorisation dans les réels. Donc, n'a pas de racine réelle. Et alors, je ne vais même pas mettre et alors. Voilà, c'est même pas ça, c'est que là, on va revenir du coup à la seule chose qu'on peut faire, c'est mettre sous forme canonique. Alors, bon, ça, on l'a déjà fait, hein. Donc, justement, si j'écris ça sous la forme du début d'une identité remarquable, ben justement, donc je mets a en facteur, donc ça va faire t carré plus b sur t, enfin bt sur a. Et donc, si je prends l'identité remarquable dont c'est le début, ben, ça sera t plus b sur 2a au carré. Puisqu'effectivement, quand je développe ça, enfin, cette identité, ça ferait donc t carré plus 2 fois t fois b sur 2a. Donc ça ferait b sur at. Sauf que quand je remultiplie par a, je récupère bien bt. Donc ça fonctionne. Bon, je vous renvoie au calcul qu'on avait déjà fait, hein, on l'avait déjà fait tout ça. J'enlève justement le b carré, entre guillemets, donc c'est-à-dire le carré de mon deuxième terme. Donc ça me fait b carré sur 4a carré que j'enlève. Et j'ai toujours mon plus c. Maintenant, si je fais rentrer donc le c dans la parenthèse, ça va me faire plus c sur a. Donc je peux l'écrire comme ça, moins c sur a. Voilà. Et du coup, si je mets tout sur le même dénominateur, ça me fait b carré moins 4ac sur 4a carré. On a déjà vu tout ça, hein, je me permets d'aller un petit peu plus vite, mais autrement dit, ici j'ai donc delta. Voilà. Et ensuite, si je mets moins delta sur 4a en facteur, alors ça va être un peu délicat là pour certains. Comment je peux vous le faire par étapes? Alors, première chose, on va mettre un sur a en facteur déjà. Donc si je mets un sur a en facteur, ça me fait donc a carré ici. Parce que donc au départ j'avais a fois le truc au carré, donc ça fait a carré fois t plus b sur 2a pour bien retrouver ce que j'avais au départ. Et là pareil, si je mets donc en facteur, ça va me faire moins b carré moins 4ac sur 4a. Non, sur 4 en fait. Sur 4, voilà. Ok, et alors d'ailleurs je vais enlever ça, je vais mettre delta, ce sera plus clair. Et donc maintenant, je veux aussi mettre en facteur le moins delta sur 4. Donc moins delta sur 4a. Bon là, du coup, c'est un peu plus facile, entre guillemets, puisque en fait, ce que je vais faire, c'est que le a carré, là, de l'écrire là, je vais le mettre en divisé par 1 sur a carré. Voilà. Et donc maintenant, si je factorise par moins delta sur 4, je vais récupérer t plus b sur 2a au carré, le tout sur justement moins delta sur 4a carré. Donc le moins, je vais le mettre là, et je vais avoir delta sur 4a carré ici, plus 1. Voilà, et ça s'écrit aussi. Alors là, bon, forcément, on est dans la théorie, hein, donc prenez pas peur, c'est pas... Enfin, vous, normalement, après, vous l'appliquez... ça, il peut y avoir quelques lettres, mais vous n'aurez sûrement pas autant de lettres à chaque fois, et en général, vous avez plutôt des nombres. Donc ça revient à dire, donc ça sur... Alors attention, ici, le delta est négatif. Donc soyez pas surpris. Le moins, en fait, le moins qui était là, d'ailleurs, au lieu de le mettre là, je vais le remettre à delta. Donc moins delta est positif. Donc j'ai le droit d'écrire racine de moins delta. Soyez pas choqués. Et donc à la place de 4a carré, je vais mettre 2a et je vais écrire tout ça comme un seul carré. Voilà, je suis arrivée à ce que je voulais. Alors pourquoi ça m'intéresse? Parce que maintenant, ce calcul, je vais le mettre donc dans l'intégrale que je... Enfin, en fait, je vais même pas tout vous détailler. Là, on voit ce qu'on a... En fait, c'est le travail qu'on fait sur le dénominateur. Donc on fait ce travail-là. Et quand on a fait ça sur le dénominateur, on se retrouve avec ici u de t au carré, plus 1 donc. Et en fait, au numérateur, on fait en sorte
d'exhiber, de montrer U' de t. Et comme ça, on va utiliser arctangente de U. Donc je vais juste vous écrire ça. Donc puis, on utilise le fait qu'une primitive de U' de t sur U de t au carré plus 1 dt égale arctangente de U de x. Avec, bien sûr, U de t qui serait égal, donc justement le gros morceau que je vous ai montré là, t plus b sur 2a sur racine de moins delta sur 2a. Voilà. C'est pas très beau, mais voilà, c'est donc c'est ce qui correspond, c'est pour ça que je vous ai fait plus d'exemples d'ailleurs, et des exemples assez représentatifs. C'est ce qui correspond aux 3 derniers exemples, donc. Hein. Enfin, le F6, bon, il n'était pas passionnant, puisque, attends, c'était F6, F5, pardon. F5, c'était juste arctangente X, donc bon, on voit pas forcément tout ça derrière, mais sur F6 et F7, on s'en aperçoit. Voilà, bon, pour cette vidéo, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, vous allez en avoir une autre qui suit, où justement, on ira voir un petit peu le reste, donc on parlera d'autres calculs encore, d'autres techniques qui peuvent apparaître, et après, notamment des intégrales, et du lien donc il peut y avoir entre les intégrales et les primitives, et on finira donc par revoir les intégrations par partie. Voilà, mais ça, donc suite à la prochaine vidéo. Je vous remercie en tout cas de votre écoute, j'espère que c'est suffisamment clair, que ça réactive pas mal de choses et que ça vous permet d'avoir une extension hein, de ce que vous aviez vu, et que ça vous paraît pas trop compliqué, puisque c'est pas censé non plus l'être trop. Voilà. Bon, n'hésitez pas à revenir vers moi en tout cas si vous avez des difficultés. Merci de votre écoute et à très bientôt.